Bonjour, eh bien aujourd'hui nous allons parler du chapitre 10 de Relations commerciales qui s'appelle la législation commerciale. C'est peut-être pas un des chapitres effectivement les plus réjouissants du programme, mais il faut bien qu'on aborde quand même un petit peu le droit du commerce. Pour ce faire, on va revenir un tout petit peu à l'historique pour préciser que la première fois où on essaye de séparer entre guillemets le droit civil du droit commercial, ça se passe au Moyen Âge. Il faut attendre 1807 pour que, pour la première fois, on rédige des textes, on rédige des lois qui ont attrait au commerce, et on va créer pour la première fois ce que l'on va appeler le Code du commerce. Ce Code du commerce, il a été revisité plusieurs fois, vous le verrez dans le cours que vous lisez en même temps que vous m'écoutez. Il a été révisé plusieurs fois jusqu'en 2009, qui est la dernière fois où on va le revisiter. Aujourd'hui, dans ce Code du commerce, on retrouve 9 livres, 9 chapitres qui ont attrait chacun à des traits bien particuliers de choses qui ont attrait au commerce. On ne va pas s'intéresser à ces 9 chapitres ou à ces 9 livres, ça serait trop long. On va essayer de centraliser notre sujet sur ceux qui nous concernent vraiment par rapport à nos cours. Le premier sujet qui est traité, c'est le commerce et les commerçants. Qu'est-ce que c'est que le commerce? Qui fait du commerce? Dans quel cadre fait-on du commerce? Et qui peut-on définir comme étant un commerçant? Donc dans les notions de commerce, on va évidemment parler d'un certain nombre de sujets qui ont attrait à cette activité. On va définir ces activités. Et puis ensuite, on va définir qu'est-ce que c'est par exemple qu'un commerçant. Ça peut être un agent commercial qui va être défini, ça peut être un voyageur représentant placier. Je vous rappelle que tout ça, ces vocabulaires-là, on l'a déjà vu dans un chapitre précédent ensemble en cours. Le Code du commerce, il définit également les soldes et puis des ventes bien particulières que sont les ventes aux enchères ou les ventes ambulantes. Le deuxième sujet qui est traité dans le Code du commerce, c'est la notion de fonds de commerce. Qu'est-ce que c'est qu'un fonds de commerce? Eh bien, tout simplement, ce sont des éléments qui vont permettre d'être définis comme étant des éléments qui ont attrait à une activité commerciale. Ils peuvent être, je dirais, ces éléments, vous le verrez dans le cours, corporels et incorporels. On parle de corporel, par exemple, en parlant de marchandises, de stock, et on parle d'éléments incorporels quand on parle des clients. Donc ce fonds de commerce, on va pouvoir le céder, on va pouvoir le vendre, il a donc une valeur, et on va reprendre une activité dite de fonds de commerce. Ça peut être également aussi un bien incorporel comme un bail, c'est-à-dire un bail de location, un bâtiment, un magasin qu'on loue à un propriétaire, et donc on a ce bail avec ce propriétaire, et on va pouvoir céder ce bail en cédant son fonds de commerce. Le troisième élément qui va être intéressant dans le cours et qu'on va étudier, c'est tout ce qui touche à la concurrence et à la transparence des affaires. On a déjà vu ensemble les conditions générales de vente, on a déjà vu ensemble les délais de paiement, la facturation, et bien tout ça on le retrouve dans le Code du commerce. Et puis le Code des commerces va définir aussi qui, à travers l'État, va faire des contrôles et émettre des amendes. Il s'agit de la directe. Voilà, vous direz la définition plus précise. C'est des gens qui viennent en entreprise, qui remplacent un petit peu la répression des fraudes et qui veillent à une bonne concurrence. Donc quand quelqu'un triche, eh bien c'est eux qui sont chargés de réprimander et de mettre des amendes. Le quatrième point qui est étudié dans le Code du commerce, c'est la vie des entreprises. Alors la vie d'une entreprise, bien sûr, c'est des créations. Donc on va s'enregistrer au Code du commerce, on va obtenir des numéros de siret, toutes les choses que vous connaissez déjà. Et puis lorsque l'entreprise a des difficultés, on va pouvoir la mettre en redressement judiciaire et à ce moment-là, on va nommer des personnes qui vont venir contrôler les comptes et gérer l'entreprise à la place de ceux qui l'ont mis en faillite. Et puis, si ce redressement judiciaire ne suffit pas, on va pouvoir mettre l'entreprise également en liquidation. Et là, c'est la fin de l'entreprise. Donc c'est bien le Code du commerce qui régit cette liquidation et on va autoriser la liquidation avec la vente de tous les actifs de l'entreprise. Le dernier point, c'est le tribunal de commerce, c'est-à-dire la juridiction qui va régler tous les litiges qu'il y a au niveau du commerce. Alors les litiges, ils peuvent être entre des entreprises, un fournisseur et quelqu'un qui achète des produits, peut-être entre une entreprise, un commerçant et des particuliers et des consommateurs. Donc tout ça, tous ces litiges peuvent être réglés par le tribunal de commerce. C'est une juridiction dans laquelle on va élire des professionnels. Ils s'élisent entre eux, ces professionnels, et ils vont représenter finalement la jurisprudence du commerce. Bien sûr, c'est eux aussi qui jouent sur la vie des entreprises, comme on l'a vu tout à l'heure, le redressement, la liquidation. Eh bien, c'est le tribunal de commerce qui va faire ces différents choix. Voilà pour la première partie, c'est-à-dire la législation, le Code du commerce. On va s'intéresser maintenant à une deuxième partie qui sont, je vous ai regroupé dans le cours, toutes les lois, même si on les a déjà évoquées parfois ensemble, toutes les lois qui ont à voir avec la distribution.
Ces lois, elles ont deux objectifs. D'une part, l'État a toujours essayé de mettre en place des lois pour contrôler les prix. Et un deuxième objectif qui était d'essayer de régler tous les problèmes de concurrence entre les entreprises. On va commencer par la partie contrôle des prix. Comme vous pouvez le voir, la loi elle évolue tout au long du temps. On va commencer avec une ordonnance en 1945 pour limiter l'inflation et limiter la hausse des prix suite à la guerre. Il va falloir attendre 1978 pour que tous ces prix soient supprimés. Je vous ai rajouté dans le cours, il y a encore quelques produits qui sont, je dirais, contrôlés en termes de prix. C'est le cas notamment du livre, du gaz et de l'électricité. Intervient ensuite en 1995 la loi Galland. Je vous rappelle, c'est elle qui met en place le seuil de revente à perte. On l'a déjà vu ensemble, je ne reviendrai pas dessus. Elle évolue légèrement avec la loi Châtel et la loi LME qui vont suivre, où on va, je dirais, retravailler un petit peu cette fameuse notion de marge arrière qui est importante et avec laquelle on a aussi déjà parlé. Arrive ensuite la dernière loi, c'est peut-être la plus importante parce que c'est celle qu'il faut vous rappeler, hein, c'est celle sur laquelle vous allez pouvoir être interrogé sur les épreuves terminales, c'est la fameuse loi Egalim. Elle, qu'est-ce qu'elle va changer, la loi Egalim? Sous prétexte d'une meilleure rémunération des agriculteurs, elle va mettre en place des promotions maximum à hauteur de 34%, et elle va mettre en place leur rajout de 10% dans la marge à vendre, donc dans le prix de vente, donc dans le SRP. Je vous rappelle que quand on a fait nos calculs sur le chapitre des prix d'achat net, 2 net, 3 net, eh bien quand on a calculé nos SRP de produits alimentaires, on a absolument rajouté ces 10%. Attention, hein, ces 10%, c'est que pour les produits alimentaires. Elle a eu d'autres effets, la loi Egalim. Elle a touché aussi le bio dans les cantines, la protection du bien animal, et puis la suppression du plastique, vous l'avez tous entendu, hein, les pailles, les gobelets, etc., qui sont aujourd'hui supprimés. Deuxième partie de ces lois sur la distribution, c'est les problèmes de concurrence. L'État a toujours essayé de limiter finalement le développement des grandes enseignes, qu'elles soient alimentaires ou qu'elles soient spécialisées, pour essayer de protéger peut-être un petit peu le petit commerce. Ça commence avec les ordonnances Fontanet, qui vont obliger tout le monde à vendre au GMS. Alors là, on est plutôt dans une démarche au début qui est d'augmenter le poids de la GMS pour limiter les coûts de l'inflation. Et puis ensuite, on va mettre en place des commissions qui vont limiter l'agrandissement des grandes surfaces. Pourquoi le limiter? Parce que chaque fois qu'on va vouloir ouvrir un nouveau magasin, il va falloir faire une demande d'autorisation à ces commissions. Alors, au départ, on part sur 3000 m², c'est-à-dire qu'on demande des autorisations qu'à partir de 3000 m². Puis arrive la loi Rayet qui, elle, redescend à 1000 m². La loi Raffarin redescend encore à 300 m², c'est-à-dire que franchement, on n'a plus le droit d'ouvrir quoi que ce soit. Et puis la loi LME, elle va remonter à 1000 m², ce qui aujourd'hui est la règle. Voilà, j'ai essayé de faire quelque chose qui synthétise toutes les connaissances dont vous avez besoin, je dirais, d'un point de vue de la législation commerciale pour vos épreuves terminales. Merci à vous.